Merci beaucoup pour votre accueil. Bonsoir à toutes et à tous. Quelques propos peut-être introductifs pour donner quelques éléments de repère de notre activité du Grand Port Maritime et qu'est-ce que le Grand Port Maritime dans le paysage ligérien. Merci. Donc les quelques repères, nous sommes majoritairement positionnés au sein de l'estuaire de la Loire, qui a de nombreuses fonctions et usages, donc depuis de très nombreuses années, donc qui concentre d'importants enjeux, ça a été rappelé dans les propos introductifs, en matière d'environnement, en matière de développement économique, d'emploi. Il n'est pas du tout sûr que les deux notions s'excluent et que dans les présentations qui auront lieu ce soir, on soit fondamentalement divisé. D'ailleurs, dans les missions du Grand Port Maritime, il y a des missions en matière d'économie, en matière d'infrastructure, mais il y a également des missions en matière d'espace naturel, de gestion et de préservation de notre milieu. Il est clair, me semble-t-il, qu'au cours des années passées, on ne s'inscrit pas dans une logique de conflit d'usage, et on est sans doute passé d'une notion du conflit d'usage à une notion d'usage partagé. On sait que l'histoire du port a été jalonnée de nombreux conflits, de nombreux éléments qui ont, animé le paysage ligérien. Il me semble qu'on est dans un schéma qui est aujourd'hui plus apaisé, plus partagé. Alors, ceci dit, les développements ultérieurs montreront peut-être des points de divergence sur certains aspects. Donc, notre port est d'abord un établissement public de l'État, 100% actionnaire État. Peut-être quelques mots pour situer, le fonctionnement et la gouvernance de notre dispositif. On est organisé avec un conseil de surveillance qui est en charge des éléments de stratégie, le vote du budget et qui contrôle un organe de direction qui s'appelle le directoire, que je préside, et qui dirige l'établissement et prend les décisions, au quotidien dans un cadre général qui est lui-même bordé. Peut-être quelques mots pour montrer que depuis 2008, nous sommes dans un schéma, modernisé et revisité en matière de gouvernance, puisque nous appuyons, nos grandes décisions et orientations des avis d'un conseil de développement qui a été mis en place. Donc nous sommes dans des schémas qui correspondent aux standards d'aujourd'hui en matière de conseil de développement, qui représente donc la société civile, qui représente le milieu économique, donc avec un certain nombre de collèges, donc avec des collectivités territoriales, collèges de salariés, collèges d'entreprises de la place portuaire, et ce qu'on appelle un collège de personnalités qualifiées, où là on retrouve le monde de l'entreprise, les associations environnementales et divers partenaires qui peuvent, avoir ou éclairer, les décisions du directoire ou les orientations du conseil de surveillance. En matière de politique publique, le champ est assez large, donc dans les domaines dans lesquels on intervient, essentiellement dans le domaine des transports et tout ce qui concerne l'intermodalité, la massification des flux. Également dans le domaine énergétique, qui correspond, à une de nos caractéristiques, on verra un peu plus loin, la caractéristique de trafic. Donc tous ces éléments-là, pénètrent notre stratégie et font partie de notre paysage. Donc quelques éléments chiffrés, peut-être pour situer en matière d'emploi ce qui est rattaché à l'activité du port maritime. L'établissement portuaire proprement dit, c'est environ 520 salariés. Je ne vais pas insister tout à l'heure, nous sommes répartis avec des installations qui sont sur l'ensemble de l'estuaire de la Loire, de Nantes à Saint-Nazaire. Environ 6 à 7 sites qui sont répartis sur la soixantaine de kilomètres que représente l'estuaire. Nos personnels sont là pour assurer un certain nombre de missions et de fonctions liées au fonctionnement de nos activités, d'entretien de nos espaces. Donc 520 salariés, pour imager ça, à l'intérieur de nos grilles, c'est 2800 emplois, ce qu'on appelle 2800 emplois directs, c'est-à-dire travaillant sur les zones portuaires proprement dites, c'est 2800 emplois sur l'ensemble de nos sites, donc sur la métropole de Nantes à Saint-Nazaire. Un gros millier de personnes sur le territoire nantais.
Et ce qu'on appelle ensuite donc les emplois induits, donc toutes les activités liées par exemple à du transport, dans le transport routier, qui viennent desservir des sites, évacuer des marchandises ou les amener. Et les emplois indirects sont ensuite derrière tout ce qui concerne la partie service autour de tout ça, le milieu des banques, d'assurance, etc. Grosso modo, les statistiques, elles ne viennent pas de nous, hein, ce sont des études qui sont menées par l'INSEE de manière régulière. C'est 25 000 emplois dans le Grand Ouest et plus de 400 entreprises avec lesquelles nous avons un lien plus ou moins direct dans nos différentes activités. Quelques éléments par ailleurs sur la physionomie est plutôt, centrée sur le secteur de Nantes. Bon, l'ensemble du domaine portuaire de Nantes à Saint-Nazaire, c'est 2700 hectares à peu près. La moitié aujourd'hui qui reste en réserve foncière, 1350 hectares qui sont aujourd'hui aménagés avec des vocations industrielles ou logistiques ou portuaires. Donc la moitié de cet espace qui est aménagé. C'est une surface importante, mais qui est à relativiser quand on se compare par exemple à d'autres ports. Hein, des ports comme Le Havre, Dunkerque ou autres, on est sur des niveaux de surface qui sont multipliés par 3 ou par 4. Si ensuite on descend, sur la partie Nantes-Saint-Nazaire et la métropole, c'est 2700 hectares, c'est 1% du SCOT métropolitain. C'est pour donner une petite idée des rapports. On peut également les comparer si on regarde un autre focus. Le Conservatoire du littoral sur sa zone estuarienne, c'est à peu près 3000 hectares. Donc on est sur des choses qui sont à peu près comparables aujourd'hui, 2700 hectares, qu'on peut comparer à des éléments concernant le Conservatoire du littoral. Donc nous sommes ensuite sur le secteur nantais proprement dit, c'est environ 590 hectares. Donc vous voyez hein, sur l'ensemble des éléments qui sont présentés. Si on part sur le secteur amont, on a quelques surfaces qui sont aujourd'hui sur le secteur de l'île de Nantes. Nous trouvons ensuite les secteurs de Cheviré, de Roche-Maurice, etc. Et puis on va jusqu'à Saint-Jean-de-Boiseau et Couëron, donc qui sont des zones qui sont, plus ou moins aménagées sur notre secteur. Si on descend un peu plus sur la diapositive d'après, on zoome ces aspects-là. Notre siège se trouve ici en face des locaux de la CCI. On a ensuite donc un certain nombre de surfaces. Certaines d'entre elles d'ailleurs n'auront plus de vocation portuaire, hein, au droit par exemple du futur CHU, si on regarde cette question de l'île de Nantes qui est vers ce secteur-là, et le secteur de Cheviré qui a une vocation, logistique et industrielle marquée, et un élément concernant le secteur de Roche-Maurice, à l'endroit du pont de Cheviré, où on a les terminaux céréaliers qui sont installés. Les zones portuaires, c'est la totalité de la surface que nous avons ici, c'est environ 300 hectares. Donc Cheviré, le secteur de Cormeret, et Roche-Maurice au droit des silos céréaliers. Donc vous voyez le focus, les 2700 hectares, 1350 hectares, ensuite 590 hectares sur l'ensemble du secteur nantais, et 300 aujourd'hui, ou à peu près 300, c'est un gros maximum, qui sont en activité industrielle, logistique sur le secteur de Nantes proprement dit, qui est le périmètre qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui. Quelques éléments d'image, d'illustration qui permettent à chacun d'entre vous de situer les éléments qui nous concernent. Le pont de Cheviré qui est ici. On retrouve donc dans la zone qui est à cet endroit-là ce qu'on appelle Cheviré aval, qui est pour les plus anciens nantais, et la zone du parc à bois, qui était, quand on passait sur le pont de Cheviré il y a quelques années, on voyait une couverture complète de grumes et autres qui étaient là-dessus. L'activité du bois, une petite parenthèse sur le sujet, demeure active sur la place nantaise. Elle n'est plus conditionnée de la même façon, mais en termes de volume ou de tonnage, on est sur des schémas assez similaires, pas stockés de la même façon. Donc on est sur une évolution de cette activité en conditionnement, en produits, type de produits d'ailleurs. Là où on avait des grumes tropicales il y a quelques années, on est maintenant sur plutôt des bois d'Europe du Nord qui ont des réponses à des marchés qui sont différentes. Sur la partie qui est ici, là, on est à l'aval du pont de Cheviré. On est donc sur ce Cheviré en amont, pardon. On est sur Cheviré amont. On a plutôt une vocation de zone aujourd'hui dominante de logistique, d'entrepôt de stockage, de tissus industriels là-dessus.
Sur la photo qui est immédiatement à droite, on retrouve l'île de Nantes avec le quai Wilson, sur lequel on a quelques escales de croisière par moment. C'est pas ce qui est le plus répandu. On trouve aussi là des sites qui ont complètement évolué, donc avec les anciens sites de construction navale, puis le quai des Antilles qui a pris une vocation un peu plus festive et un peu moins industrielle que ça n'a été il y a quelques années. Pour montrer un peu la diversité également, on a mis en avant avec le site ArcelorMittal à Indre, qui également s'appuie sur un certain nombre d'installations portuaires et de quais qui permettent d'amener et de faire repartir un certain nombre de produits. On se trouve là sur la partie la plus aval de Cheviré, où on a sur ce secteur-là un élément qui représente à la fois une zone d'extension et une zone sur laquelle on est en train de mettre en place, d'ailleurs en liaison avec la communauté urbaine de Nantes, les services de l'État notamment, et les associations, des plans de gestion dominantes environnementales, donc une mixité, j'allais dire, dans la vocation de ces espaces de main. Dernière diapositive ou photographie qui est là-dessus, donc là, le pont de Cheviré qui est toujours derrière nous, les terminaux, enfin les sites de stockage de céréales de Roche-Maurice. Et on voit, c'est ce qu'on a souhaité mettre en évidence, tout le faisceau de voies ferrées. Alors il n'est pas utile que pour nous, ce faisceau de voies ferrées, mais ça me permet de dire que l'ensemble de nos terminaux, quels qu'ils soient, d'ailleurs c'est en particulier le cas à Nantes, sont en branchée fer, et que c'est aujourd'hui un élément très important dans la façon dont nos terminaux sont desservis. Et c'est particulièrement important pour les marchandises de vrac, comme les céréales. Ça fait partie de la performance globale de notre outil industriel, une très bonne desserte ferroviaire, et c'est le cas à Nantes. C'est aujourd'hui un élément qu'il faut signaler parfaitement, c'est-à-dire que pour alimenter des silos qui font 70 000 tonnes, il faut des convois ferroviaires qui soient également performants. En matière de trafic, donc j'ai dit notre pivot sur les dernières années, c'est de l'ordre de 30 millions de tonnes, plus ou moins 10%, depuis à peu près 2 ans, et l'année 2014 a encore marqué un trafic à la descente. On est plutôt dans la fourchette basse, donc si on fait bien les calculs, 10% de 30 millions de tonnes, ça ferait plutôt 27, et là on est à 26,4, donc on est sur un mauvais résultat en termes de trafic. Il y a différentes explications, qui est liée en particulier à la structure de notre trafic global, qui est à 60-70% du trafic énergétique fossile, pétrole, gaz, charbon en particulier, et avec aujourd'hui un certain nombre de paramètres, à la fois baisse de la consommation, premiers éléments de transition énergétique sans doute qui apparaissent, mais également des facteurs géopolitiques, avec le conflit Ukraine-Russie qui a des incidences, même les centrales de Fukushima avec le tsunami qui a eu lieu a posé un certain nombre de difficultés par ricochet, c'est-à-dire que le GNL, gaz naturel liquéfié, qui est fortement du coup demandé dans la zone Asie, l'est beaucoup moins en Europe, donc, et a redonné de la vigueur au charbon en Europe, accentué par le fait que les Américains ont fortement développé les gaz de schiste, alors que jusque-là, ils étaient prévus qu'ils soient massivement importateurs de GNL. Donc un marché énergétique qui est globalement perturbé et qui aujourd'hui affecte de nombreux ports français, voire européens. Et je pense qu'on n'est qu'au début d'une période qui est beaucoup moins simple à prévoir que ce qu'on a connu il y a quelques années. Si on regarde le cas plus particulier du secteur nantais, bon an, mal an, c'est à peu près 10% de ce trafic total. Donc de l'ordre de 2,2 millions de tonnes, c'est ce qu'on a en 2014. C'est un trafic qui est plutôt stable d'année en année, c'est entre 2 et 2,5 millions de tonnes. C'est plus de 500 escales par an, donc 564 escales. Ça ne paraît pas parce qu'on n'a pas toujours l'impression qu'il y a beaucoup d'activité sur les secteurs. Le fonctionnement du port de Nantes, donc Cheviré et Roche-Maurice, est assez particulier. C'est-à-dire qu'il peut y avoir 2 ou 3 bateaux en même temps pendant 2 jours ou 3 jours, rien pendant une semaine, et ensuite on est sur une activité qui est difficilement prévisible et donc très soumise à un certain nombre de fluctuations et qui est liée à la nature du trafic. Alors sur ces 2,2 millions de tonnes de trafic, il y a 2 trafics qui se dégagent. Donc le sable de mer, qui est de l'ordre de 900 000 tonnes à peu près. Donc le sable de mer, il faut savoir qu'il est avec un usage quasiment exclusivement local. Ça vient alimenter le secteur du BTP sur l'agglomération de Nantes,
et également le secteur des maraîchers, pour tout ce qui concerne la mâche, etc. Donc c'est un sujet sur lequel ça nécessite d'avoir aussi une performance forte. Le deuxième élément sur lequel qui se dégage, c'est à peu près de l'ordre de 800 000 tonnes par an. Ce sont les céréales qui sont donc exportées depuis les terminaux céréaliers de Roche-Maurice, dont on a vu la photographie tout à l'heure. Globalement, si on prend un autre angle d'approche, 45% du trafic, c'est ce qu'on appelle des flux locaux. Et derrière les flux locaux, on retrouve essentiellement le sable, c'est-à-dire qui desservent l'agglomération, ou c'est des flux qui sont intra-sites, c'est-à-dire entre Nantes et Montoire, par exemple, ce qui est le cas des trafics Airbus, donc entre les usines de Bougnay et celles de Montoire de Bretagne. Dans les flux communautaires, les 33% de volume que l'on trouve, ce sont essentiellement des aciers qui sont recyclés, qui sont envoyés en Espagne en particulier, qui reviennent sous un autre conditionnement quelquefois en France d'ailleurs. Et puis les 22% en flux internationaux autres que communautaires, donc là on est sur ce qu'on appelle les pays tiers, type Maghreb, Égypte ou autre, c'est l'exportation de céréales. Donc voilà grosso modo les caractéristiques de nos trafics. Ce qu'on peut constater, c'est que derrière ces 2 ou 3 grands types de trafic, il y a quand même une quinzaine ou une quinzaine de trafics émergents, cycliques, autour des engrais et autres. Donc un port de Nantes souple, je dirais, dans ses trafics et souple dans sa capacité à évoluer. Donc on retrouve des vracs liquides, on retrouve des produits sidérurgiques. C'est un port qui a d'ailleurs, en termes de quantification, si on veut le situer dans le paysage de l'Ouest, par exemple, c'est des volumes de trafic qui valent ceux du port de Lorient ou du port de Rochefort-Tonnet-Charente. Donc ce n'est pas un petit port, c'est un port qu'on peut considérer comme étant d'une importance régionale et locale certaine. Alors, quelques éléments pour le futur, avec les orientations stratégiques que nous imaginons. Donc, on s'inscrit dans un cadre, alors compte tenu de nos statuts, autour d'une stratégie portuaire nationale qui a été mise en place par le gouvernement en mai 2013, qui a 3 axes. Donc, des axes autour de la logistique et de l'intermodalité des transports, c'est-à-dire faire venir des trafics dans les ports, c'est bien, savoir les faire repartir de manière structurée, organisée, c'est mieux. Des choses autour des développements industriels. Si je dois donner un exemple qui n'est pas strictement, j'allais dire, local, mais qui est quand même métropolitain, c'est le développement des énergies marines renouvelables et l'installation des usines Alstom. Les industries, c'est, j'allais dire, aussi ça. Et puis le troisième volet concerne l'aménagement des espaces, et en particulier tout ce qui concerne les actions en matière de développement durable. L'objectif principal qui nous a été donné par notre actionnaire principal, c'est de donner les moyens de contribuer au redressement de l'économie nationale. On demande aux ports, aujourd'hui, de jouer un rôle dans ces aspects-là. Ça a souvent été considéré comme des zones logistiques terminales. C'est une zone logistique à part entière, avec des entrées et des sorties de flux de marchandises et une structuration variable selon les types de produits, puisque tous les conditionnements ne sont pas identiques. Quand on parle de vrac, quand on parle de matière solide, quand on parle de conteneurs, quand on parle de liquide ou autre, on est sur des choses qui sont complètement différentes. Ce que l'on nous demande, c'est d'avoir une vision globale de la chaîne logistique, d'avoir un transport qui soit cohérent, bien entendu, de bout en bout, et fiable et compétitif. J'ai évoqué tout à l'heure la question du ferroviaire. C'est des éléments sur lesquels, dans nos missions, on nous demande d'avoir des actions en matière d'intermodalité et d'efficacité globale du dispositif. Je fais une toute petite parenthèse sur le sujet. Le port de Nantes-Saint-Nazaire est actionnaire d'une entreprise ferroviaire qui lui permet, avec nos collègues et voisins du port de La Rochelle, donc nous ne sommes pas que concurrents, nous sommes également cohérents sur un certain nombre de nos données. On regarde tous nos flux. C'est une sorte d'entonnoir dans l'Ouest qui, globalement, finit par se rejoindre à Saint-Pierre-des-Corps. Et donc, on a des chaînes de transport qui sont cohérentes avec les différents ports. Donc, il y a une forme de coordination avec d'autres ports de la façade atlantique. On n'est pas, j'allais dire, les yeux fermés avec ceux qui nous entourent autour. Et puis, il faut veiller à l'amélioration des infrastructures de transport pour la desserte de l'Hinterland. Donc, il y a des éléments sur lesquels qui peuvent être loin de nos espaces et de nos sites, qui sont importants pour nous. Un exemple qui est tout à fait d'actualité, quand on veut, j'allais dire, exporter des céréales par nos installations,
on doit s'intéresser à l'état des voies ferroviaires qui se trouvent par exemple en région centre. Le sujet d'aujourd'hui, c'est l'état de ce qu'on appelle le réseau capillaire, c'est-à-dire les voies ferroviaires très très peu circulées, mais qui desservent quelques silos qui accueillent la production locale et qui ensuite de ces silos repartent en voie ferroviaire pour venir chez nous. Si ces voies ferroviaires capillaires disparaissent, le trafic disparaît chez nous. Il ne viendra pas en camion, c'est-à-dire que la pertinence économique ne serait pas là. On ne fait pas 500 km en camion pour amener des céréales dans un entrepôt portuaire quel qu'il soit. Donc il faut cette massification, il faut travailler sur ces sujets ferroviaires de façon à ce que ce soit pertinent et offrir à nos clients quelque chose de performant. Les principales attentes, c'est la façon dont on a raisonné, c'est de dire chaque port ne se ressemble pas. Et donc c'est de regarder qu'attend notre territoire. Donc on a eu essentiellement les focus du côté des entreprises de notre territoire, représentées à la fois par la place portuaire, donc les entreprises qui travaillent actuellement chez nous, mais également par la CCI. Deuxième aspect, c'est les collectivités territoriales qui sont fortement mobilisées sur la question du port et qui nous ont communiqué un certain nombre d'attentes dans lesquelles on nous dit dites-nous si vous les prenez en compte ou pas dans le projet stratégique. Alors c'est quand même très important, donc c'est de savoir ce qui est attendu de notre part par le territoire. Cet exercice peut être complété d'ailleurs par le Conseil de développement du Grand Port Maritime que j'évoquais tout à l'heure, mais peut également être complété par d'autres aspects, puisque notre projet stratégique, une fois approuvé, fait l'objet d'une communication au public pendant 1 mois, et sur lequel on peut recueillir un certain nombre d'observations et de compléments. Donc les éléments que j'ai mis en évidence pour la réunion de ce soir, c'est d'abord une question de gestion raisonnée de l'espace, c'est-à-dire la consommation des espaces dans des endroits sensibles le long d'un estuaire est particulièrement importante. Ne gaspillez pas l'espace, c'est ça le message qui nous est passé. Et il faut prendre en compte l'univers dans lequel vous vous trouvez, l'environnement dans lequel vous vous trouvez. L'estuaire de la Loire est un milieu fragile, sensible, et donc nous devons en tenir compte pour préserver au maximum les fonctionnalités de cet estuaire. Le deuxième aspect, c'est un outil portuaire efficace, service de l'économie et de l'emploi, c'est-à-dire que ce que l'on développe a un coût et il est facturé à un client, le client lui-même le facture à d'autres, et puis ça se retrouve d'une façon ou d'une autre dans l'ensemble des coûts qui sont facturés à notre territoire, à vous consommateurs et à l'ensemble de nos concitoyens. Troisième volet, c'est d'avoir une contribution active à la préservation de l'environnement. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure sur les 2700 hectares, 1300 hectares aménagés, 1350 hectares qui sont aujourd'hui sous forme de réserve foncière. Ce qu'on considère sur ces 1350 hectares, c'est qu'il restera à peu près 1000 qui auront une vocation d'espace naturel, de ce qu'on appelle les espaces de nature, puisque l'estuaire de la Loire a quand même globalement été très façonné par la main de l'homme au cours de l'histoire, et donc c'est du naturel avec quelques interventions extérieures de la main de l'homme. Donc ces éléments-là nous ont conduit ensuite à afficher 3 axes stratégiques qui reposent sur une ambition, puisque on peut considérer qu'aujourd'hui, avec un modèle de fonctionnement qui est basé sur 60 à 70% de trafic énergétique fossile, avec une baisse de la consommation globale en France, pour différentes raisons, en particulier sur le fait que, si on prend que cet exemple-là, les moteurs des voitures aujourd'hui consomment beaucoup moins qu'il y a 4 ou 5 ans. On sait qu'il y a une surcapacité de production, de raffinage en Europe et en France en particulier. Donc il faut que l'on se positionne dans ce schéma de transition énergétique, c'est-à-dire que ça ne durera pas aussi longtemps que les contributions, si on peut le dire comme ça, et donc d'être également acteur de la transition écologique. Alors derrière ces 3 aspects-là, on a être au cœur des filières actuelles et émergentes. La filière actuelle forte chez nous est très importante, c'est la question de l'énergie. Donc on reste positionné, et aujourd'hui on ne peut pas, me semble-t-il, miser sur une rupture, c'est-à-dire avoir un schéma dans lequel d'un seul coup on n'aurait plus ces modes de fonctionnement reposant sur une industrie locale qui viendrait arrêter. Par contre, on doit travailler à la diversification et donc être actif. C'est en particulier ce qui a été fait sur le secteur de Montoire avec les énergies marines renouvelables,
positionnement sur l'accueil d'usines de construction de nacelles et de générateurs pour l'éolien offshore. Et donc ce sont des aspects qui aujourd'hui représentent des hypothèses de développement pour demain. Donc aujourd'hui ce sont plutôt des investissements. Les premiers fruits de ces investissements seront visibles en termes de recettes ou de clients à partir de 2017 ou 2018. Le deuxième élément, parce que là c'est une sorte de combat, hein, c'est de garantir la performance de l'outil industriel portuaire. Alors, dans notre jargon, on parle du coût du passage portuaire. C'est-à-dire que quand on accueille un navire ou autre, il y a un certain nombre de frais qui s'appliquent. J'en parlerai tout à l'heure, quelques éléments pour permettre de les accueillir autour des dragages. Donc il y a des frais. Nous devons travailler sur nos coûts de production pour les abaisser au maximum et être compétitifs par rapport à d'autres ports. Au long de l'estuaire, c'est un développement économique important qui s'est produit dans le siècle écoulé. C'est un élément sur lequel on doit continuer à être actif, et ça passe par un outil performant et économique. Et le troisième volet, c'est une politique partagée de développement durable des espaces portuaires estuariens. Donc on a fait un certain nombre d'éléments ou de plans d'action particuliers. On travaille notamment, alors c'est pas sur l'ensemble des sites, mais sur le secteur de Montoire par exemple, on travaille sur des notions d'écologie industrielle ou économie circulaire, c'est-à-dire que des productions d'une usine sur un site donné peuvent servir à alimenter une usine d'à côté. Alors c'est en particulier sur des échanges, on peut appeler ça des échanges de frigories, quoi. Donc quand quelqu'un produit de la chaleur, elle peut être utilisée par celui d'à côté, ou celui qui produit du froid peut être intéressé pour les utiliser. Ça permet de mettre en action l'ensemble des acteurs et d'avoir un élément qui soit globalement positif. Ce que on considère, c'est que au XXe siècle, on est dans une forme de continuité de ce qu'on avait là-dessus. C'est que les grands aménagements du XXe siècle, il y a eu les aspects chenals qui font beaucoup parler. Il y a une inflexion quand même qu'on peut noter au XXIe siècle, dans lequel on a aujourd'hui essayé de minimiser nos impacts sur l'environnement. Donc, j'évoquais tout à l'heure le Conservatoire du littoral. On a eu des remises de foncier qui ont été faites au Conservatoire du littoral. Ça fait 3000 hectares autour de l'estuaire qui sont aujourd'hui gérés par le Conservatoire du littoral. Il y en a 1600 qui ont été cédés par le port au Conservatoire du littoral. Et puis dans nos missions, on a effectivement la question des espaces naturels. Donc quelques éléments plus concrets, nantais, j'allais dire, là-dessus. Donc on souhaite affirmer la vocation de nos espaces portuaires, et donc dans cette logique d'optimisation de l'utilisation du foncier. Donc 3 focus qui sont de nature un peu différente mais complémentaires. Sur Cheviré, c'est de l'ordre de un peu plus de 200 hectares, c'est 70 entreprises qui rentrent totalement dans les discussions que nous avons aujourd'hui avec Nantes Métropole sur le schéma logistique métropolitain. Donc sur lequel ce qu'on a identifié comme filières, c'est les filières liées à l'énergie, recyclage. Donc des premiers aspects, c'est la question des métaux par exemple, la distribution urbaine. Donc, comment s'intègre-t-on dans un schéma de logistique urbaine structuré? Et puis, tout ce qui concerne la construction associée aux grands projets de la métropole. C'est, par exemple, évacuer un certain nombre de démolitions ou de déchets issus de la démolition. C'est amener, comme ça peut se faire à Paris ou à Lille, tout ce qui est ciment ou autre au plus près, et non pas par camion, mais par la voie maritime. Donc, ce sont des aspects de cette nature-là. Sur le secteur de Roche-Maurice, c'est un élément structurant aujourd'hui du paysage. C'est à peu près 40 hectares, 25 entreprises, avec des filières agroalimentaires très performantes. C'est-à-dire que je pense que l'outil que nous avons au pied du pont de Cheviré est un outil de très très bonne qualité. Et sa qualité, il la tient en particulier du fait que la desserte ferroviaire est très performante sur le secteur de Nantes. C'est simple aujourd'hui d'amener des transports de fret sur le secteur de Nantes. Donc ça crée de l'emploi pour un groupe comme InVivo. InVivo, c'est un groupe français. Ce sont une association de coopératives agricoles et qui aujourd'hui s'appuie sur nous. Alors ils ont d'autres installations, mais majoritairement dans l'Ouest, des installations à Bordeaux et des installations à Nantes. Sur l'île de Nantes, on a à peu près 25 hectares et là on est plutôt sur des logiques urbaines ou de mutations urbaines dans lesquelles on doit tenir compte de ces différents aspects.
Le deuxième sujet, c'est un potentiel fluvial que nous avons identifié. Alors aujourd'hui, le fluvial au sein de notre port, c'est un fluvial métropolitain, c'est-à-dire qu'il dessert entre Nantes et Saint-Nazaire, j'allais dire maximum. Deux natures de produits aujourd'hui qui existent, ce sont les flux Airbus entre Bouguenais et Montoire. Deuxième élément, mais qui n'est pas nantais proprement dit, ce sont le charbon qui vient de Montoire pour aller à la centrale de Cordemais, qui vient par voie fluviale également là-dessus. Ce sont les deux seuls aspects. Mais quand on creuse un peu plus la question, on se rend compte qu'il y a une logique métropolitaine plus marquée. Alors, je vais citer au moins un exemple sur la question du bois. Je disais tout à l'heure que les navires de bois arrivaient sur le secteur de Cheviré avec les grumes. Aujourd'hui, ce sont des conteneurs qui viennent en particulier d'Europe du Nord et qui s'arrêtent à Montoire. Et c'est quasiment 2000 conteneurs aujourd'hui par an de bois qui viennent de Montoire à Cheviré par la route. L'usine Tereos, donc Béguincé sur l'île de Nantes, traite du sucre, c'est 2000 conteneurs qui arrivent à Montoire et qui viennent par la route sur le secteur de l'île de Nantes. Il y a également des sujets qui ont été identifiés avec les services des collectivités locales, que ce soit Nantes Métropole ou la Carène, autour des déchets urbains et des dessertes en particulier de l'usine Arc-en-Ciel, donc qui peuvent également représenter du potentiel fluvial. Donc on voit bien qu'on est sur une logique multi-client, avec quelques filières sur lesquelles on a un service à proposer qui peuvent, j'allais dire, rendre un service collectif, puisque au lieu d'avoir cette circulation de camions, j'allais dire, assez régulière, on peut massifier et densifier et mutualiser ces différentes fonctions. Donc on est sur du transfert modal routier important. Donc le trafic fluvial aujourd'hui, enfin fin 2014, c'est 1,1 million de tonnes sur l'ensemble de notre port. Ce chiffre-là peut être largement augmenté, j'allais dire, à des conditions économiques qui restent acceptables pour l'ensemble de nos clients. Ensuite, on ne peut pas parler du port, j'allais dire, sans donner un petit aperçu sur la question des dragages, parce que c'est un sujet qui est important. Alors sans vouloir rentrer dans un sujet très technique, on a deux zones sur notre secteur. Il y a ce qu'on appelle le chenal de Donges, qui est de la côte au large de nos côtes jusqu'à Donges. Et ensuite, il y a de Donges jusqu'à Nantes, on appelle le chenal de Nantes. Les profondeurs qui sont entretenues sur ces deux sites-là sont de nature différente et les moyens d'intervention sont de nature différente. C'est-à-dire qu'on a les plus forts tirants d'eau sur la partie aval de Donges. On vise un tirant d'eau de moins 12,50 m, côte marine, ce qui permet d'accueillir des navires qui vont, compte tenu du marnage important, des flux de marée et autres, on accueille des navires en toute sécurité jusqu'à 16 mètres de tirant d'eau sur ce secteur-là. La partie donc la plus amont, on est sur une côte qui est nettement inférieure, puisqu'on est à moins 4,70 m côte marine, ce qui permet d'accueillir des navires qui font grosso modo jusqu'à 8 à 9 mètres de tirant d'eau. Un focus particulier, alors un tout petit terme technique, c'est la zone d'évitage. La zone d'évitage, elle est au droit du secteur de Trentemou, au pied de l'île de Nantes. À quoi sert une zone d'évitage? C'est un navire qui monte, il faut qu'il fasse demi-tour à un moment, et l'évitage, c'est faire demi-tour. Et donc là, on a besoin d'un léger surcreusement, donc c'est 40 cm de plus. Et le sujet qui est très important, c'est d'avoir une zone d'évitage qui soit de bonne qualité et bien entretenue. Donc les logiques que nous avons aujourd'hui, qui ont un peu évolué au fil du temps, c'est d'avoir des profondeurs de nos chenaux qui soient entretenues en fonction du trafic qui est attendu. Donc il y a une programmation, j'allais dire, au plus près de l'événement. Grosso modo, il y a une anticipation de 1 mois à peu près, et on prépare, j'allais dire, le chenal de façon à ce qu'il puisse accueillir les différents navires. Alors je me permets d'insister sur cette question de notion. On adapte aujourd'hui et on adapte aux contraintes. Par exemple, quand on accueille sur Nantes ce qu'on appelle des Panamax, on peut accueillir des navires jusqu'à 220 mètres de long à peu près, des Panamax qui transportent du vrac. C'est 70 000 tonnes d'un seul coup de chargement qui sont susceptibles d'aller dans ce navire. On ne le charge qu'à moitié. On ne le charge qu'à moitié parce que si on voulait le charger à plein et pour qu'il puisse repartir, il faudrait les 8 ou 9 mètres de tirant d'eau dont on parle, donc une cote nettement plus importante.
Donc ce sont des éléments aujourd'hui qui font partie des choses qu'on impose à nos clients en disant vous n'aurez pas la totale liberté de charger à Nantes. Donc il réalise ce qu'on appelle une double escale, c'est-à-dire il fait une partie de son chargement, il monte à vide une partie de son chargement à Nantes, il s'arrête à Montoire, il complète son chargement et il part. Donc ce sont pas aujourd'hui des éléments qui sont extrêmement compétitifs, mais qui fonctionnent à ce stade. Alors pour faire tout ça, on a nos propres matériels. Donc il y a 3 matériels, je suis désolé, hein, mais c'est tout en bas de l'image. Le matériel le plus important sont dans la partie aval, ce qu'on appelle une drague aspiratrice en marche. Le principe, c'est il y a un bras d'aspirateur, en gros, hein, qui prend les sédiments, qui les met dans un puits, ce qu'on appelle un puits à l'intérieur du navire, va au large et éjecte les sédiments au large de nos côtes. Sur la question du chenal de Nantes, on n'a plus ce système qui existe depuis à peu près 5 ou 6 ans. On procède avec ce qu'on appelle une injection d'eau. Le principe, c'est donc il n'y a plus de sédiments qui sont aspirés, c'est de travailler en jusant, c'est-à-dire marée descendante, et en injection de l'eau à basse pression sur le fond de l'eau pour évacuer les sédiments. Et donc c'est une technique beaucoup moins agressive. Alors ces schémas-là ont fait l'objet de nombreuses discussions, hein, puisque on agit avec un suivi permanent de notre activité. Donc on qualifie à la fois la constitution de nos sédiments, y a-t-il des polluants dedans, etc. Donc ils sont mesurés de manière très très régulière. Il y a un comité de suivi et il y a surtout, j'allais dire, une transparence dans les données qui sont collectées, c'est-à-dire qu'elles sont transmises intégralement au sein d'une structure qui s'appelle le GIP, Loire-Estuaire, et qui les porte à la connaissance du public, enfin qui les analyse bien entendu, et qui les porte à la connaissance du public de façon à vulgariser, j'allais dire, à la fois ces connaissances et surtout être totalement transparent sur la façon dont nous agissons dans ce domaine. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un sujet très technique sur lequel on a appris beaucoup de choses, j'allais dire, au cours de ces dernières années. On est sur des fonctionnements aujourd'hui qui sont nettement moins agressifs, j'allais dire, sur le plan de l'environnement qu'ils ne l'étaient il y a quelques années. Donc là où, bon an, mal an, on draguait de l'ordre de 8 millions de mètres cubes par an, on est aujourd'hui sur des notions qui sont de l'ordre de 4 à 5. Ça peut quelquefois être un peu moins. Donc on est, et il faut en avoir conscience, on est plutôt dans une logique de moins on drague, j'allais dire mieux on se porte, parce que moins ça nous coûte. Donc on ne drague pas par plaisir, on drague pour pouvoir exercer l'activité dans nos différents schémas. Dernière diapositive avec quelques éléments en matière de biodiversité. Donc me semble-t-il, on a amené quelques éléments de connaissance du fonctionnement de l'estuaire. Donc l'estuaire est nettement mieux connu aujourd'hui qu'il ne l'était dans son fonctionnement il y a quelques années. Enfin, beaucoup mieux que ne l'est le milieu maritime. Hein. Il suffit de faire quelques dizaines de mètres au large de nos côtes et on a assez peu de connaissances en général, mais je pense que maintenant l'estuaire est assez bien qualifié, j'allais dire, avec des études et des inventaires qui sont réalisés de manière régulière, des inventaires de tous ordres, hein, sur l'état de la faune, l'état de la flore, etc., les fonctionnalités qui sont nécessaires. Et donc nous travaillons également, d'ailleurs en particulier en partenariat avec le Conservatoire du Littoral, à la mise en place de plans de gestion qui soient coordonnés à des échelles suffisantes, puisque nos espaces sont quand même assez restreints, j'allais dire, globalement à une échelle à laquelle fonctionne la nature. Donc il faut que l'on soit à une suffisamment bonne échelle pour travailler là-dessus. Donc aujourd'hui, sur le secteur nantais, c'est à peu près 260 hectares d'espace naturel sur le secteur amont, vers Cheviré, Saint-Jean-de-Boiseau, Couëron, le Pèlerin, qui sont des sujets sur lesquels on a là aussi un travail de fond qui a été engagé avec les collectivités locales et nos différents partenaires. On voit dans votre institution portuaire, telle que vous nous l'avez décrit, une évolution de la gouvernance. On le voit aussi au sein de l'estuaire, avec l'apparition de nouveaux acteurs environnementaux, culturels, etc. On a vu l'évolution depuis une décennie, ou au moins une décennie. On voit les choses changer, s'apaiser, etc., etc. Est-ce que ça peut encore évoluer ? Je crois que c'est effectivement ce sujet de la gouvernance, si on veut l'étendre un peu, la gouvernance de l'estuaire, je dirais oui. Puisque on sent bien au travers des questions qui nous sont posées qu'il y a un certain nombre de sujets qui nous dépassent.
C'est-à-dire que le port est effectivement un acteur visible au sein de l'estuaire, mais il n'est pas seul dans l'estuaire. Et donc, il faut un endroit où il y a une vision collective des projets qui sont portés par tous les maîtres d'ouvrage, hein, si je peux prendre ce terme-là, ceux du port, et de s'assurer que l'ensemble reste cohérent. Donc je pense que la question de la gouvernance générale, en particulier, je vais dire peut-être sur les plans économiques, sur les plans de l'environnement, sont sans doute amenés à évoluer. Donc on est prêt à jouer ce sujet-là, mais ce sont des sujets qui sont examinés notamment par l'ACEL, l'Association communautaire de l'estuaire de la Loire et du littoral, qui se pose ce type de problématique. Alors ensuite, quelle est la bonne réponse qui est à adopter? Faut-il une gouvernance très structurée? Faut-il un lieu informel d'échange? Moi, je pense que je ne connais pas la solution telle qu'elle est. En tout cas, la question est posée et on est prêt à participer à la réponse. Très bien. Alors, dans le grand débat métropolitain tel qu'il est engagé, on a fait le constat, à l'étape actuelle, que de nombreux citoyens s'expriment sur le souhait d'installation sur le fleuve et ses rives de diverses activités festives, notamment des guinguettes, également la navigation de plaisance sur la Loire. Alors, quelles sont, du point de vue du port, les contraintes à ce type de projet par rapport au trafic, par rapport aux fonciers, notamment les rives, et également par rapport aux réglementations en vigueur? On est sur... j'allais dire, la Loire reste quand même un fleuve difficile, dans lequel il y a beaucoup de courants. C'est pas un fleuve facile ni à naviguer, ni facile à naviguer, ni à exercer même les activités que nous avons. Donc, je dirais, il y a quand même, me semble-t-il, une nécessité d'agir dans un espace, entre guillemets, réglementé. Alors, un de nos soucis, du côté du port, c'est de préserver l'exercice des activités commerciales et portuaires dans d'excellentes conditions de sécurité. C'est-à-dire, on doit, et ça fait partie de nos rôles en matière de gestion des navigations, et compte tenu de la nature des produits transportés, il y a du pétrole, du gaz, etc., on doit assurer que ça se fait dans de bonnes conditions. Donc moi j'entends effectivement la demande qui a été faite, en particulier hier, au cours d'un débat autour des loisirs nautiques, sur le fait qu'il faut mettre en place des systèmes qui permettent à chacun de trouver sa place dans la Loire. Et les places dans la Loire, elles ne sont pas très nombreuses, globalement. D'abord parce que ce n'est pas un fleuve très accessible depuis ses berges. C'est-à-dire, si ce n'est pas aménagé, c'est très rapidement boueux ou vaseux. Donc on est sur des éléments, dès qu'on veut faire quelque chose en Loire, il faut de toute façon un aménagement minimal pour accéder à l'eau. Alors, ce soit des quais, soit des systèmes de mise à l'eau. Moi, je pense qu'on doit arriver à des systèmes mutualisés et gérés. C'est-à-dire et je pense que ce qu'on a entendu de la part des associations hier, c'est cette volonté de s'inscrire dans ce système géré, collectif. Et là, je dirais, on a moins de crainte du côté du port. Donc, on est effectivement dans un milieu maritime qui est un milieu de liberté aussi. Donc, il faut maintenir cet espace-là. Alors, il y a aussi des éléments réglementaires. Je fais allusion hier au règlement particulier de police, qui prévoit un certain nombre de trucs, mais quand on le lit bien, il y a des éléments contradictoires par moment qui sont écrits dans ce document. Donc je pense qu'on a besoin d'intelligence collective, et là aussi, on mettra notre pierre à l'édifice. Dernière question qui est composée. On voit aujourd'hui que beaucoup d'institutions, de structures, de personnes s'investissent sur l'estuaire pour un grand projet estuaire. Le grand projet stratégique du port, on a le pacte estuaire, on a le débat sur métropolitain, c'est bien pour construire aussi un projet, il y a le programme de la région. Pour vous, dans cette construction de projet, à un moment donné, on arrivera à en faire un unique sans doute, vous allez nous donner votre sentiment là-dessus, mais dans cette construction de projet, faut-il renforcer les mesures environnementales? 2, peut-on se passer des actions de restauration du fonctionnement de l'estuaire, telles qu'elles avaient été étudiées et envisagées il y a une dizaine d'années,
enfin, un point de vue tout à fait personnel sur la question des mesures environnementales, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, et il y a beaucoup de couches successives entre les Natura 2000, éventuellement réserves naturelles nationales et d'autres éléments qui peuvent, j'allais dire, dont on ne peut qu'être d'accord avec les objectifs qui sont défendus dedans, mais qui, quand on les additionne tous, deviennent quasiment impossibles à mettre en œuvre. Donc on a besoin, me semble-t-il, de cet élément de lecture plus simplifié, plus accessible, d'abord qui permettent d'en parler, parler à tout le monde, puisque ces procédures réglementaires alourdissent de manière très très sensible le déroulement des projets, leur visibilité. D'ailleurs, on est sur des choses qui, à la fin, finissent par devenir tellement compliquées qu'elles sont prises uniquement sous l'angle réglementaire et plus sous l'angle de la logique, des fonctionnalités, des besoins. Donc on ne sait plus expliquer. On est sur une succession de logiques réglementaires. Donc moi je dirais on en a suffisamment dans notre environnement et en particulier dans l'estuaire. Sur la deuxième partie de la question... La deuxième partie de la question, il avait été diagnostiqué un fonctionnement difficile de l'estuaire dans ses grandes composantes, le sel, le bouchon vaseux, les courants, l'eau, enfin, etc. etc. On sait aujourd'hui que ces grands indicateurs ne se sont pas dégradés depuis une dizaine d'années. Pour autant, ils ne se sont pas améliorés. Donc on est aujourd'hui encore avec un estuaire qui est relativement dégradé dans son fonctionnement naturel. Il y avait eu une réflexion pour chercher des solutions de restauration de l'estuaire. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2015, on peut se dire qu'un jour on pourrait se passer de ces actions de restauration quand on sait que la nature ne reprendra pas ses droits et qu'on ne reviendra jamais en arrière? Ou bien, un jour, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, faudra-t-il remettre cette problématique sur la table d'actions de restauration du fonctionnement estuarien? Alors, première remarque sur le mot restauration, c'est un mot qui est difficile et qui est lourd. Donc, ce que le port a dit jusque-là sur la question de rentrer dans une logique dans laquelle on est capable d'améliorer des fonctionnalités de l'estuaire. Des fonctionnalités, il y en a de nombreuses. On est sur un estuaire qui bouge. C'est-à-dire que si on regarde qu'un seul aspect, entre des vasières, des roselières, qui peuvent être là une année, 10 ans après, elles ont bougé. C'est-à-dire une vasière peut être devenue une roselière et le contraire. On est sur quelque chose de mouvant. En tout cas, on partage le fait qu'il y a des améliorations à apporter. Donc il y a eu, il y a quelques années, un certain nombre d'études techniques qui ont été menées, des études techniques de grande ampleur, qui ont conduit à imaginer un programme de restauration, si je prends cet élément-là, qui était de grande ampleur. Ce qu'a dit le port sur ce sujet-là, c'est qu'il était favorable à assurer la maîtrise d'ouvrage de ces actions, ou de certaines de ces actions qui étaient prévues dans ce schéma-là. Mais ça pose une autre question derrière. Je reviens sur le contexte réglementaire que vous évoquiez tout à l'heure. Quand on fait un projet aujourd'hui, on mesure les impacts du projet et on met en œuvre ce qu'on appelle des mesures compensatoires. Il y a certains élus, en particulier, je pense, Philippe Gourvalet, sans vouloir ne citer que lui, ou d'autres qui ont dit « Pourquoi attendre d'avoir les impacts pour faire les mesures compensatoires ?» Il faut rentrer dans cette logique de gestion globale dans laquelle on peut aussi avoir amélioré les fonctionnalités avant de les dégrader. Et donc cet objectif, me semble-t-il, d'avoir un estuaire qui fonctionne sur tous ses plans, et en particulier sur les plans écologiques, on ne peut que souscrire à cet objectif. C'est-à-dire les études que nous avons menées, que nous menons au travers de nos différents aspects de mission, on considère qu'on a un rôle dans ce sujet-là. Mais il faut que l'on se mette d'accord sur l'objectif, que l'on mesure, parce qu'il y a des choses qui sont assez compliquées quand même à mettre en œuvre dans cette question de restauration, c'est-à-dire on vise quel objectif? On revient à quel état du fleuve? Alors, à la fois dans ses caractéristiques géométriques, mais également dans ses caractéristiques fonctionnelles. Donc c'est pas de la philosophie, mais c'est quand même des sujets qui, avant de lancer des études techniques,
doivent apporter des réponses collectives. Il me semble que dans notre territoire, ce sujet-là est regardé quand même avec grande attention et avec un sens des responsabilités qui est fort. C'est-à-dire que les collectivités, le port, l'État ont envie de faire des choses ensemble, d'où cette démarche qui avait été initiée par le préfet de région sur un pacte pour l'estuaire, c'est-à-dire dans lequel on puisse collectivement, j'allais dire, se mettre d'accord sur ces objectifs, donc que ce soit en matière de projet, mais que ce soit également en matière de fonctionnalité de l'estuaire. Quelles sont les fonctionnalités qui sont à préserver? L'estuaire a beaucoup bougé, de toute façon. Il y a des fonctionnalités qui n'existaient pas. Enfin, il y a des endroits qui ont été remblayés récemment, sur lesquels on voit arriver une vie qui n'est pas caractéristique d'un estuaire. Je prends cet exemple-là. Ce sont des aspects qui nous emmènent excessivement loin par moments sur ces données, mais ça rend la Loire passionnante et ça rend, j'allais dire, notre action passionnante.